Salut Florian, bienvenue dans Argent Compté. Salut Caroline, merci pour ton invitation. Tu es là, tu es sur le grill. Tu sais on va parler du sujet chaud du moment, la tokenisation de l'immobilier. Alors c'est bien simple, moi tous les pitchs que je reçois en ce moment, c'est une boîte de tokenisation d'immobilier fractionné. Apparemment c'est une révolution. Chez nous, les gens se posent un petit peu la question. J'ai notamment la question secrète d'un certain Joachim D qui, qui m'a demandé de te la poser en toute discrétion sur à quoi ça sert. J'ai des réponses à ça. Parfait, très bien. On va entrer dans les trucs simples. Est-ce que peut-être pour démarrer, j'aimerais que tu te présentes, parce que t'es j'allais dire un ancien de la tech immobilière, mais t'es tout jeune, t'as à peine 30 ans. Je suis si jeune pourtant. Ouais, oui. Bah, raconte-nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ensuite on passe au marché chaud du moment. Ouais, avec grand plaisir. Alors nous, quand on s'est rencontrés, c'était en 2017. C'est là où je suis rentré dans l'écosystème, d'abord par la construction, via un logiciel de gestion pour les artisans du bâtiment qu'on a vendu à Saint-Gobain. Et en fait, ça a été mon premier pied dans la PropTech, que j'ai plus jamais lâché derrière. C'est là où il y a eu un peu cette émergence en France, à Paris principalement, des PropTech de transactions. Ouais. Et donc nous, on a monté Realestech, qui avait vocation à dynamiser un peu le secteur de l'innovation dans l'immobilier en France. Alors après, je me suis plus concentré vraiment sur l'écosystème startup, en allant à la Défense pour essayer d'aider des startups de la ville de demain à se développer. C'était assez sympa, mais en 2021, il n'y a pas eu que le Covid, il y a eu aussi le début du bull run crypto. Et à ce moment-là, j'avais la chance de pouvoir choisir un peu ma voie, et j'ai pris la voie de l'opportunisme en allant, en passant à temps plein sur ce secteur-là. Oui, Florian est parti miner du Bitcoin à Malte et on l'a pas vu depuis 2 ans. On est très content de le revoir. Je suis très content d'être de retour à Paris. C'était une période tout à fait particulière, mais aussi excellente, parce que il y avait un enthousiasme que j'avais pas connu depuis longtemps. Et en fait, c'est super la vie d'investisseur crypto. Ouais. On rencontre plein de gens, et vraiment des gens qui sont assez particuliers. Tu rencontres des gens ? Ouais, tu rencontres beaucoup. Il y a C'est un vrai communautaire. C'est plus communautaire que n'importe quelle industrie que j'ai connue jusqu'à maintenant. Okay. Parfois même, ça peut être sectaire. Tu sais, il y a même à l'intérieur de la communauté crypto, tu as des bitcoins maximalistes. Ah oui, j'ai appris ce que c'était un bitcoin maximaliste. C'est très drôle. C'est des personnes qui ne jurent que par bitcoin. Ouais. Et donc, c'est un milieu qui est par définition assez communautaire, où les projets essayent de créer des communautés sur le long terme. Mais enfin, voilà, on a quand même l'habitude de dire que c'est en train de driver un changement plus global, même dans le marketing. Ouais. Le marketing communautaire a été d'abord inventé pour ce genre de modèle crypto, Web3, etc. Okay. Donc, on rencontre beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'événements qui sont très fun. Au début, c'était pas fun du tout. Maintenant, ils sont très fun. Oui, c'est vrai que tu sens que ça a l'air de bien se marrer quand même. Les soirées, j'ai vu, c'est Paris, la Paris Blockchain Week. Là, ils ont fait un truc de dingue la dernière fois. C'est très sympa. Il y a des très belles soirées avec des gros DJ. Et en fait, on a eu... Et quand je suis rentré dans l'écosystème... C'est très très sérieux comme boulot, vraiment, avec des gros DJ. Non, mais tu vois, c'était vraiment des gars avec des t-shirts licorne, un peu à la Vitalik, qui étaient là, qui étaient pas très drôles, etc. Et en fait, depuis... tu vois, tu as eu un vrai changement au bull run, déjà parce qu'il y a des gars qui ont gagné beaucoup d'argent. Ouais. Et ensuite, parce que on a aussi ouvert l'écosystème. On est sorti un peu des crypto-monnaies, qui était un sujet très financier, pour aller vers un truc que tout le monde appelle un peu le Web3, ouais. mais où il y a le métaverse, il y a les NFT. Et en fait, ça a apporté 2 choses. Déjà, c'est beaucoup plus axé sur la culture plus que sur la finance, donc tu apportes des profils un peu différents. Et surtout, on a des femmes qui sont entrées dans l'écosystème. Et ça, les gens qui étaient là avant 2022 s'en rendent compte. Avant cette hype-là, il n'y avait pas de femmes dans l'écosystème. Et je te jure que c'était un vrai sujet. Aujourd'hui, il y avait Ambre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait Ambre, Faustine, voilà. Ouais. Elles sont 2, on les connaît tous. Et... c'est ça. Et depuis, et ça a instillé un truc vraiment beaucoup plus sain dans l'écosystème. Il y a des events qui sont vraiment où on pense, tu vois, le NFC à Lisbonne, qui est dédié principalement au NFT et surtout dans l'art. Je pense que c'est un event qui atteint la parité, tu vois. Et moi, j'ai trouvé, et donc il y a beaucoup d'événements, on rencontre beaucoup de gens. Ouais. Et donc dorénavant, il y a des très belles fêtes. Et notamment, il y a Etsy à fin juillet à Paris, qui est la grande messe Ethereum, qui réunit vraiment des acteurs
très important de l'écosystème. Et donc bien. j'ai fait ça pendant 2 ans. Et Et ça m'a quand même... l'immobilier m'a manqué. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Je l'avais quitté avec plaisir en disant que c'était un écosystème où je ne me retrouvais plus. c'est un écosystème qui a mis du temps à être disrupté, à innover, etc. Donc, toi, tu as été là au début 2017 quand vraiment la PropTech a pris son envol. Mais ça reste des secteurs qui sont lourds, quoi. Tu sais, moi, ça fait depuis 2017 que je dis que l'immobilier va prendre sa claque digitale l'année prochaine. Et cette année, c'est la première année où je le crois sincèrement. Mais c'est pas une claque digitale, là. Eh ben, on va en parler. Florian, il nous fait des petits attention, on va en parler. Ok. Eh ben, parlons-en. Non, vraiment, il y a un vrai sujet, c'est que jusqu'à maintenant, t'avais... C'est parce que je dirais qu'il y a plusieurs claques dans ce cas. Si c'était juste la claque digitale. Bien sûr, il y en a eu plusieurs, mais celle-ci, elle va être un peu différente, elle va être assez intéressante, je pense, parce que, si tu veux, l'immobilier, jusqu'à maintenant, il y a eu des paramètres qui ont été changés par le digital, il y a eu des optimisations qui ont été apportées par le digital. D'accord. Et par exemple, le crowd, tu vois, c'est une optimisation qui n'est pas une optimisation digitale, c'est une optimisation juridique, financière. Financière, ouais. Et en fait... Non, c'est digital de fait, mais c'est pas... Enfin, c'est financier, c'est plus on va apporter une nouvelle méthode de financement, quoi. On va vers la financiarisation de l'immobilier. Ouais. Et en fait... C'est la dernière étape, en fait. C'est ça. Et le fractionnement et la tokenisation, en fait, je pense pas que ce soit une innovation ultra disruptive qui arrive comme quelque chose de nouveau. En fait, c'est juste... on tire un peu plus le fil de la financiarisation, du modèle un peu tous investisseurs. C'est-à-dire que, et ça on en a déjà parlé, je pense pas que ces modèles-là soient très loin du crowdfunding. Je pense aussi que les crowdfunders sont quand même les mieux placés pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes d'immobilier fractionnées qui viennent te voir. Et tu vois, si on tire le fil, on arrive quand même... pour moi, c'est plus un catalyseur de ce qui est en train de se passer dans la PropTech. Une vraie révolution. D'accord. Voilà. Alors, si on doit en parler. Parlons-en. Tokenisation, fractionnement de l'immobilier. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont deux choses différentes? De quoi est-ce qu'on parle? Concrètement? De quoi est-ce qu'on parle? Quand on parle tokenisation immobilière, on parle aussi de fractionnement immobilier. Et d'ailleurs, pendant longtemps aux US, quand tu disais fractional real estate, en fait, ça voulait dire un peu tokenisation. Tellement il y avait peu d'acteurs et qui étaient plutôt axés sur la tokenisation. D'accord. En France, le fractionnement immobilier, moi j'aime bien appeler ça l'IMO 3.0. Okay. Le fractionnement immobilier, selon moi, tu as plusieurs choses dedans. Tu as le crowd, évidemment. Tu as les CPI. Okay. Tu as l'immobilier fractionné et l'immobilier tokenisé. Okay. Et en fait, pour les Français, quand tu dis fractional real estate ou tokenized real estate, il n'y a rien de nouveau parce que avoir de l'immobilier en bout, en fraction, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis des années parce que le crowdfunding, ça marche en France comme ça marche nulle part ailleurs dans le monde. C'est vrai que c'est assez surprenant. Les SCPI, ça marche en France comme ça marche nulle part ailleurs dans le monde. Le français, déjà la France est une nation immobilière et le français comprend le fractionnement de l'immobilier et il sait faire et le régulateur comprend, etc. Et du coup, on arrive au fractionnement, ce que j'appelle à l'immobilier fractionné et à la tokenisation. L'immobilier fractionné, c'est le fait de prendre un bien immobilier et de le mettre dans une société qu'on va diviser en plusieurs fractions, en plusieurs parts. Et l'immobilier fractionné, c'est mettre ses parts en vente pour un épargnant, un investisseur, qui veut, en échange de sa part, donc qui sera à 10, 100, 200, 1000 euros, va pouvoir toucher un rendement. Donc en gros, c'est un nouveau modèle d'investissement où d'un côté, tu as un acteur qui va aller chercher le bien, qui va le gérer et qui va le faire financer par les épargnants auquel il va reverser un rendement qui peut être un rendement fixe ou un rendement qui sera confiné ou qui sera calé sur le rendement réel du bien. Ouais. Et aujourd'hui, s'il y a un modèle qui est le modèle obligataire, qui est celui qui prend le plus de place, ce qui est bien avec les obligations, c'est qu'on peut faire plein de choses avec, et par exemple mettre des options sur la plus-value à la revente. Donc on a un sujet où oui, c'est pas de l'immobilier, c'est je prends le griffe en avance. Oui, c'est pas de l'immobilier, mais ça y ressemble quand même pas mal. Si on a le rendement de l'immobilier derrière, tu vois, tu peux mettre des sécurités comme une hypothèque ou une fiducie dessus. Tu
tu as le rendement, la plus-value, un lien avec de l'immobilier. Bon, ok, on va dans de la financiarisation. Mais ça reste de l'immobilier, quoi. Ça ressemble très fort à l'immobilier. Donc une fois qu'on a dit ça, on est sur le fractionnement. Il y a une dizaine de boîtes qui se sont lancées en France en 2023, enfin 2022-2023 sur le sujet. Bah, c'est beaucoup. C'est énorme. Nous, je crois qu'il y a quelqu'un de chez nous qui est parti pour monter. Il y a un de nos anciens stagiaires, deux anciens stagiaires qui ont monté une boîte là-dedans. Tu sais, j'ai l'impression d'être. Alors, pas dans le crowdfunding en 2012 quand on s'est lancé, mais en 2014. Ouais. Tu sais, quand tu as commencé à avoir toutes les plateformes, et on s'est retrouvés un jour, je crois qu'il y avait 130 plateformes à un moment. Voilà, ça arrivait. Et tu sais que ce 130 plateformes moment, ouais. C'était l'année dernière aux US. C'était fin 2022 aux US. Ok. Et ça a été drivé par deux choses. Alors, il y a un truc un peu macro et un truc un peu micro. Déjà, il y a de l'argent qui a afflué dans ce secteur-là de manière très importante. Tu vois, des Arrived Homes, ça a levé 150 millions, je crois. Ah ouais. Donc, très vite, de partout dans le monde, on se dit, ok, bon, s'il y a des VC qui mettent autant d'argent, c'est peut-être qu'eux, ils ont vu un truc que nous, on n'a pas vu. Et le second point, qui est beaucoup plus local, c'est qu'il y a un acteur qui s'est lancé il y a 2 ans. Alors, c'est sur un modèle de royalties, il est en train de passer sur l'obligataire. Il y a un acteur qui s'est lancé il y a 2 ans et qui a réussi à prouver qu'il y avait un marché sur ce secteur-là, qui a réussi à lever plusieurs dizaines de millions d'euros, enfin, vendre de l'immobilier pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, à ce moment-là, tu as quand même un certain nombre d'entrepreneurs, de VC qui se sont dit « Ah, le marché existe. En fait, on ne l'avait pas vu, le marché existe. » Et à partir de ce moment-là, on a eu un sujet de fractionnement qui a émergé. Et très vite, quand on pense fractionnement, on peut aller sur la tokenisation. La tokenisation, c'est quoi? Ça peut faire peur parce que tokenisation, c'est token, donc... C'est blockchain, donc c'est... Certains l'auront compris. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est safe? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est volatile? Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça auxquelles on n'a pas à répondre quand on fait de l'immobilier fractionné. Pourtant, et je vais le dire très simplement et de bonne fois pour toutes, la tokenisation de l'immobilier, c'est une surcouche technique par-dessus le fractionnement qui ne change pas... Je prends des notes. En fait, ça ne change pas le cœur de la proposition de valeur. C'est-à-dire que... Mais du coup, pardon, pas du coup, si ma belle-mère m'écoute, pardon Martine, j'ai pas dit du coup. Par conséquent, surcouche technique, ça change rien, mais ça apporte quelque chose. En fait, ça ne change rien sur le sous-jacent. Là où ça va changer, c'est sur les cas d'usage. Ok, non, pardon, j'ai éclaté ta démonstration. Je prends ça comme une attaque. Non, je pose la question. Ok. Non, ça change rien sur le sous-jacent. C'est-à-dire que, pour que ce soit très clair, et dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura beaucoup de vendeurs de rêves. Aujourd'hui, il y en a déjà, on va en parler. Il y en a déjà. Aujourd'hui, quand on tokenise, il n'y a aucune différence avec du fractionnement traditionnel. C'est-à-dire qu'on doit d'abord émettre des obligations, et après, c'est dans les statuts de cette obligation, on dit ces obligations sont représentées par X tokens sur X blockchain. Et c'est-à-dire que ça n'exempte d'aucune obligation fiscale, ça n'exempte d'aucune obligation réglementaire, et ça n'exempte pas d'aller déposer son DIS à l'AMF. Son document d'information simplifié, qui est un indispensable si vous levez moins de 8 millions auprès de l'AMF. Bien, c'est des temps anciens pour vous, c'était il y a très longtemps, mais pour nous, c'est encore tout neuf. Et donc, il faut vraiment comprendre que la tokenisation, c'est une surcouche qui va permettre de développer des cas d'usage, qui va permettre de faciliter certains process. J'y arrive tout de suite. Je vais dire les avantages. Ah, mais moi, je t'écoute, mais je suis passionnée. Mais par contre, sur le sous-jacent, quand on dit tokenisation, oui, il y a token, ça fait penser à crypto-monnaie. C'est la même technologie que la crypto-monnaie, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est sur la blockchain, mais si tu veux, en termes de volatilité et en termes de ce que c'est profondément, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, on a les utility tokens, qui sont les crypto-monnaies. En gros, c'est des concurrents des monnaies. Donc, il n'y a pas de sous-jacent direct et tu peux les utiliser dans un écosystème fermé. Imaginons un casino. Demain, tu es un casino. L'utility token, c'est le jeton que tu utilises dans le casino. Le security token, donc, qui n'existe pas en droit français, mais parce qu'en fait, c'est des tokens titres. Donc, c'est des titres financiers qui sont représentés par des tokens. Le security token, c'est comme si tu avais une part du casino. Et donc, avec toutes les différences que ça implique d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de lancer une crypto-monnaie
que de faire un security token, dans le sens où derrière, il faut que tu aies un sous-jacent, derrière, il faut que tu sois compliant AMF, il faut que tu aies un vrai produit à vendre derrière. Donc ça, c'est un peu la base de compréhension de différence entre crypto-monnaie et token titre, enfin en tout cas, et tokenisation immobilière. Et en fait, vu que l'immobilier est dans une société, je parle de tokenisation immobilière parce que j'adore l'immobilier, mais en fait, on peut tokeniser tout et n'importe quoi. On peut tokeniser des voitures de luxe. Oui. À partir du moment où on tokenise des obligations... Alors, c'est marrant parce que je trouve que la phase de tokenisation de n'importe quel actif, on l'a eu il y a 6-12 mois, où tout le monde était en train de partir dans tous les sens sur ces sujets-là. Je sens que ça s'est un petit peu calmé. En revanche, on est en train de se reprendre la vague. En tout cas, là, je pense qu'en 10 minutes, je viens de comprendre. Ça fait effectivement 3 semaines que je fais semblant de comprendre quand on pitch. Et je fascinant. Écoutez, dites-moi plus. Donc non, c'est hyper clair. Moi, il y a un sujet sur lequel je voudrais un tout petit peu revenir. Tu as parlé donc des modèles de royalties et des modèles obligataires. Je pense qu'on l'a tous vu. Les gens qui étaient sur des modèles... alors, on s'est ancré là-dessus, mais il y a des boîtes qui se sont lancées sur des modèles royalties qui essaient clairement de montrer patte blanche depuis plusieurs mois parce qu'il y a eu quelques petits scandales. Si t'as pas suivi ça de près, en fait, moi quand je vois ce genre de boîtes qui pour le coup communiquent à fond sur LinkedIn, en fait, je suis un peu rebutée direct. Donc, est-ce que tous vont passer sur des modèles obligataires parce que c'est plus cadré ? Comment est-ce que ça... C'est quoi la différence ? En fait, le sujet, il est toujours le même. Moi, j'ai rien contre les royalties. Ouais. J'ai un problème avec la communication qui est faite sur les royalties. D'accord. C'est-à-dire que demain, si tu achètes de l'immobilier fractionné sur un modèle de royalties, tu n'achètes pas de l'immobilier. Tu signes un contrat commercial avec une société qui te promet un rendement en échange d'un apport initial. Ouais. Donc c'est un contrat commercial. Contrat de royalties, c'est dans le nom. Hein. En fait, que la société derrière elle achète de l'immo ou qu'elle achète, je sais pas, des terres en Ouganda, c'est pas mon problème. Et ça changera rien au contrat commercial que tu as signé avec cette société, en fait. Et en fait, le problème, pour le dire assez simplement, c'est qu'il y a eu des dérives très fortes, très importantes. Ouais. Et je me permets de dire très importantes parce que quand l'AMF doit intervenir, c'est quand même qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu un abus sérieux, tu vois. Et il y a eu des problèmes de communication. Donc c'est ça que l'AMF a relevé. Il faut savoir que l'AMF a juste émis un avis. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui interdit les royalties. La semaine dernière, il y a encore un projet qui s'est lancé sur les royalties en disant, nous, ça fait 20 ans qu'on fait de la compliance dans les banques. Pardon, c'est horrible ce que je viens de faire. Ça fait 20 ans qu'on fait de la compliance dans les banques. On est à peu près sûr de faire un modèle de royalty qui tiendra la route et qui ne va pas mettre en rogne l'AMF. T'imagines les pauvres, 20 ans de compliance, il faut bien qu'ils s'amusent un peu. Là, il est temps de s'amuser, de sortir un truc un peu sympa. Ça fait 20 ans qu'on fait de la compliance dans des banques, les pauvres. C'est sûr qu'ils étaient là avant la vague du cool de la compliance. Ouais, voilà, c'est ça. Cool. Ok, donc là, oui. À la limite, effectivement, si tu pars du principe que tu peux faire un truc pro, parce que l'avis qu'a émis l'AMF, c'est quoi ? C'est de dire on est contre, on est... Non, l'avis qu'a émis l'AMF, c'est attention à ce qui est vendu parce qu'on vous vend de l'immobilier alors que vous signez un contrat commercial. D'accord. Et le deuxième point, et c'est là qui intéresse pas le grand public, mais qui nous intéresse professionnels, c'est en fait le royalty est un titre de créance. Ok. Ce qui fait que les avantages de... Et en fait, la position de l'AMF, moi, je la comprends très bien, c'est-à-dire arrêter de faire un truc qui rentre pas dans nos cases. C'est un peu ça le modèle qu'ils ont dit, tu vois. Parce qu'avant, tu vois, t'avais, notamment quand on parle de tokenisation, quand tu avais un royalty, c'était un utility token. Ça veut dire que tu touchais un rendement, mais en même temps, tu pouvais aller l'échanger de manière super libre sans suivre les règles de l'AMF. D'accord. Donc, tu vois, ça ressemblait à un canard, ça faisait quack comme un canard, ça nageait comme un canard, mais c'était une vache. Tu vois, c'était... franchement, et je comprends qu'ils disent c'est pas sain d'avancer comme ça. Ouais. Donc maintenant, votre royalty, vous l'utilisez comme un titre de créance. Et je pense vraiment qu'il y a des projets qui vont continuer de se lancer sur des royalties. D'accord. J'y vois aucun inconvénient. Mais il faut savoir s'ils font ça sérieusement, ouais. S'ils disent pas on vous vend de l'immobilier mais on vous vend un contrat commercial et pour assurer ce rendement, nous on fait de l'immo derrière. Ça me va.
Et les acteurs qui avaient vraiment des ambitions importantes, c'est-à-dire qui savent qu'ils vont avoir affaire à l'AMF pendant les 10 prochaines années, sont en train, cherchent l'agrément PSFP. Ouais. Bah, certains l'ont obtenu avec fierté. J'ai eu mon agrément PSFP, c'est bien. Certains l'ont attendu pendant longtemps, ont disparu un peu des radars et sont en train de revenir avec un agrément. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Oui, donc il y a un acteur effectivement qui a été pas du tout mis en demeure. Non, parce qu'il a continué à exercer, je crois. Alors il n'a pas continué à exercer. Non. Mais on sait que pendant 8 mois, il y a une société qui a fermé, qui faisait du royalties avant, Ouais. et qui est revenue seulement avec son PSFP. Alors on ne peut pas dire en public ce qu'ils se sont dit parce qu'on n'est pas censé le savoir. Mais en tout cas, il y a eu un arrêt de l'activité pendant 8 mois pour passer le PSFP. Donc ça veut aussi dire que faire des royalties, j'ai l'impression qu'on va un peu marcher sur des œufs et on se fait violence pour pas grand-chose. En fait, j'ai du mal à voir les grands avantages maintenant de faire du royalties versus de l'obligataire. En fait. C'est drôle ce que tu dis parce que la façon dont tu le décris, tu vois, effectivement le régulateur qui dit arrêtez de faire des trucs qui rentrent pas dans nos cases, les menaces de fermer les activités, etc. En fait, nous on a vécu ça en 2012, en 2013, mais exactement. On était 3 plateformes, on a tous reçu nos courriers disant que ce qu'on faisait c'était je sais plus 4 ou 5 ans d'emprisonnement et 400 000 € d'amende par dirigeant. C'était trop. Voilà. Et il y a eu un vrai travail de fond. Alors, nous, à l'époque, tu vois, on a créé une association professionnelle pour représenter le secteur et donc parvenir à ce cadre, à ces cases qui correspondaient à notre activité en partenariat avec le régulateur. Ça avait été vraiment une relation hyper fructueuse et qu'il est encore aujourd'hui. Je pense que... Alors, là, c'est un peu particulier avec le PSFP parce que c'est une directive européenne que même le régulateur français a dû s'approprier pour vraiment se dire comment est-ce que ça va s'intégrer sur notre marché. Enfin, clairement, pour nous, c'est un step back. C'est un step back pour les plateformes de crowdfunding françaises. Et pareil, tu sens qu'il y a eu un vrai boulot main dans la main avec le régulateur pour s'approprier ce nouveau statut. Je ne sais pas s'ils seront prêts à le refaire sur les sujets d'immobilier fractionné. Alors que c'est vrai que si tu vois sur le modèle obligataire, en fait, tu t'intègres dans cette case-là. Pas de... Écoute, mais ça ressemble quand même très fort au début du crowdfunding. Ouais, ma théorie, c'est quand même qu'on pourra commencer de parler et d'avoir une force de négociation quand on aura plus de clients. En fait. Et quand je dis je parle en tant qu'écosystème. Ouais, alors ça, c'est tout le sujet. Et tous me demandent effectivement en disant, mais comment vous avez créé vos communautés de clients, quoi. Et comme tu sens, en tout cas sur les identités graphiques choisies par les boîtes, je discutais avec l'un d'entre eux je disais, mais en fait, c'est marrant parce que nous, on avait vachement conscience qu'on était jeunes, que la finance, c'est le business de la confiance, en fait, on voulait s'imprégner des codes d'une finance traditionnelle dans laquelle nous, on avait grandi, évolué et étudié. On voulait apporter plus de transparence, plus d'accessibilité, faire les choses différemment, mais il y avait des codes qu'on avait envie de transmettre. Et lui me disait, bah ouais, mais en fait, nous, c'est sûr qu'on s'est construit graphiquement en opposition totale à votre charte graphique, par exemple. Bah, c'est sympa, mais ça fait très... en fait, c'est vrai que ça fait très start-up, beaucoup plus. Là-dessus, c'est que j'ai un avis très tranché. Et en ce moment, je pense que dans les périodes un peu difficiles pour aller chercher de l'argent auprès du grand public, c'est d'autant plus prégnant. J'aime bien dire, t'as les clients que tu mérites. Et non, mais tu vas voir que ça fait un peu de sens, quoi. Vas-y, je t'écoute. C'est pas seulement une petite punchline que j'aime sortir en rendez-vous. T'as les clients que tu mérites dans le sens où aujourd'hui, les actions marketing et de communication que tu fais, elles vont aussi définir la qualité de tes clients demain. Et là, tu me parlais d'une entreprise, alors bon, j'en ai 2-3 en tête quand tu me dis ça, qui essaye de faire très start-up, qui essaye de faire très jeune, qui essaye de faire très... Ouais, genre cool. l'app, quoi, le one-stop shop. En fait, tu peux pas lancer une boîte de finance en étant cool. Tu deviens cool après. Je suis d'accord avec toi. Tu peux devenir cool après, mais au début, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des sujets qui tournent, de gagner de l'argent et de le dépenser correctement. Ouais, non, et puis en fait, ce genre de métier, c'est des gens qui te confient leur épargne. Voilà. Et si tu as l'air trop cool, si tu as l'air trop start-up, on essaye des trucs et on avance, eh ben, qui va venir te confier 30 000 €?
en une fois. Ouais. En fait, il faut quand même donner les... Enfin, il faut donner au monde ce que tu veux recevoir, tu vois. Donc, il faut faire preuve de sérieux, faire preuve de qualité, il faut donner des preuves et être cool, en tout cas, et avoir les codes des startups. Je suis pas sûr que ce soit un bon play pour aller chercher des investisseurs, des épargnants. Bah, en tout cas, pas si tu n'as pas les moyens de tabasser en marketing. Parce qu'en termes de go-to-market, on est quand même sur des plateformes, j'ai l'impression, qui sont accessibles à partir de 10 euros. Souvent, 10 euros pour investir, 10 euros, 100 euros. Souvent, quand même, les gens qui investissent, ils mettent un premier ticket pour voir. Collecter 400 000 euros à partir de 10 balles. Tu as un coût d'acquisition sur l'immobilier fractionné qui est gigantesque. Voilà. Si on disait ça à des marketeurs qui vendent des produits de beauté, ils s'arracheraient les cheveux. Ouais. Quoi. Et en fait, dans la conjoncture actuelle où l'accès à la levée de fonds, alors pas tellement en seed, mais bon, l'argent, il n'y a plus autant d'argent disponible pour financer les boîtes. C'est comme si tu arrivais un peu au mauvais moment, quoi. Il faudrait, en fait, c'est ça, pour développer ta communauté client, il faudrait avoir des moyens de dingue. Ouais, il faudrait avoir des moyens de dingue. Et aussi, moi, je crois beaucoup au marketing par la preuve. Et tu vois, aller faire des trades avec des influenceurs. Quand je dis on a les clients qu'on mérite, si tu vas faire des trades sur Twitter avec des influenceurs, c'est le meilleur moyen d'avoir une audience Twitter, tu vois. Donc, l'audience Twitter, c'est quoi ? C'est relativement assez jeune, c'est très troll. Donc, c'est pas un réseau social professionnel. Donc, tu vas pas chercher des investisseurs sur Twitter. Demain, même, tu vois, par exemple, faire de la com réseaux sociaux. Demain, moi, si je devais donner un conseil à tous ceux qui font de l'immobilier fractionné, c'est aller plutôt chercher des CSP+ sur LinkedIn que faire des trades sur Twitter. Même si je viens de Twitter, j'adore cet écosystème, tu vois. Il faut aussi savoir qui tu as besoin d'aller chercher pour poser les bonnes bases pour ta boîte, quoi. Ouais, tu vois, ça a toujours été un gros sujet, les influenceurs finance. J'ai toujours eu envie de bosser avec des gens qui faisaient de l'influence financière, mais de façon un peu sérieuse. Oui, je me suis pas dit que j'allais proposer à Nabila de parler de mes produits. Mais tu vois, j'ai jamais encore trouvé. En fait, les gens sérieux qui bossent bien, en fait, ils font pas de reco. Si tu bosses en finance, tu sais que t'es pas censé recommander des services, des produits. Tu vois, c'est quand même assez rare. Et en fait, je veux pas m'auto-placer dans cette catégorie-là, mais assez vite, quand tu commences d'avoir une petite audience, tu te dis. Enfin, moi, en tout cas, c'est la démarche que j'ai eue. J'ai trouvé ça super dangereux parce qu'en fait, alors, certains le savent, mais j'ai eu une vie d'influenceur Twitter avant. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Je vous mettrai le lien avec. C'est hors de question. C'est quand même beaucoup d'argent facile. Et en fait, alors, je parlais pas de finance avant, donc ça allait. Là, maintenant, quand tu parles de finance, c'est quand même l'argent des gens. C'est quand même l'argent du petit épargnant. Et je pense que c'est pas le bon moyen de mettre d'utiliser ton audience. Et c'est le choix que j'ai fait sur Tokenland, par exemple. Moi, je suis un influenceur, mais que pour les produits de Tokenland, pour le média de Tokenland. Alors, on fait un club, on fait plein de choses. On accompagne des grands groupes, on accompagne des petits groupes. On fait plein de choses, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis un influenceur qui a un seul client, c'est ma boîte. Ah bah clairement, tu vois, nous, la newsletter que j'écris tous les dimanches, parfois tu as des clients, tu as des gens qui répondent et qui me disent « Ah, mais c'est sponsor, est-ce que vous gagnez de l'argent quand vous nous renvoyez vers un site, etc. » Et alors, nous, on conseille que les produits financiers maison. Alors, je rêve un jour d'avoir, tu sais, la maison challenge. Je trouve ça trop sympa, la maison de la semaine et tout. Mais bon, comme on commercialise pas encore de biens immobiliers comme ça, de cette taille-là en direct, je l'ai pas encore. Mais tu vois, rien que recommander un livre que j'ai pas lu, je peux pas. J'y arrive pas. Recommander un resto dans lequel je suis pas allée, jamais je le fais. Ou alors je dis que j'y suis pas allée, que j'ai entendu dire que c'était top. Je trouve que franchement, je suis impressionnée par les gens qui font de l'influence leur métier. D'ailleurs, j'ai écouté moi avec passion le dernier Génération Do It Yourself. Tu sais, Mathieu Stéphanie a interviewé une nana qui s'appelle Noolita. Alors, moi qui n'ai pas du tout le genre d'influenceuse que je suis sur Instagram, tu vois, petite minette, très bronzée, tu sens qu'elle raconte un peu ses séances d'UV, c'est drôle dans le podcast. Mais en gros, la nana, elle a plus d'1 million de followers en France. C'est une des plus grosses influenceuses françaises. Et j'étais fascinée de comprendre comment ça marchait. Et en fait, tu sens qu'elle laisse rien au hasard sur les partenariats.
que être un influenceur entre guillemets responsable aujourd'hui, c'est se baquer de tous les côtés sur les gens que tu recommandes. Parce qu'en fait, t'as vraiment les gens te suivent, tu vois. Ouais. C'est déjà très vrai pour les influenceurs traditionnels. Ouais. Et en plus, moi, voilà, j'aime bien le répéter à chaque fois, mais on vend pas des parfums, quoi, tu vois, on vend des produits financiers, donc... Attends, moi j'ai une nana qui un jour m'a dit j'ai dit à mon mari d'investir parce que quand j'essaye vos recettes de cuisine, ça marche toujours bien. Donc les produits d'investissement, ça doit marcher aussi. Ah yes, j'adore. Bon, ça peut-être on comprend. Non, mais... Ouais. Enfin, tu vois, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai aussi, je sais pas si vous aviez vu cette interview il y a une vingtaine d'années, pourquoi vous avez voté pour un tel, bon, il était bien coiffé le jour de l'interview, tu vois. Les gens, parfois, s'attachent à des trucs qui sont un peu légers. Mais qu'il faut rien laisser au hasard, quoi. Donc voilà, on a les clients qu'on mérite, les influenceurs sont utilisés parfois pas à bon escient, mais je pense aussi qu'il y en a qui sont capables de faire le taf de manière assez sérieuse. Il y en a qui cherchent, qui fouillent, qui font des trucs très circonstanciés à chaque fois. Qui font des trucs très bien. Moi, par contre, j'ai l'impression à chaque fois que voilà, il y a un souci de taille. Au bout d'un moment, dès que tu commences d'avoir beaucoup d'argent en jeu, c'est un combat de tous les jours contre toi-même. Alors j'en connais 2-3 qui sont à 1 million, 2 millions et qui commencent de parler de enfin non, qui parlaient de produits financiers avant, mais maintenant ils sont à 1 million, 2 millions de followers sur plusieurs plateformes. C'est un combat de tous les jours parce que c'est beaucoup d'argent. C'est aussi tu dois faire les mêmes due deals qu'un fonds d'invest en fait, tu vois, sauf que tu es tout seul, enfin tu as une équipe de 2 personnes. Tu es obligé d'appeler tes potes pour dire enfin tu vois, quand c'est des sujets d'immobilier tokenisé, ils m'appellent à chaque fois et je sens que il est pas heureux, tu vois. C'est vraiment, tu dois faire des due deals assez approfondis sur des sujets que tu maîtrises, qui maîtrises bien, mais bon, t'as un vrai travail derrière qui est assez, enfin, c'est une position que j'aimerais pas avoir. Ouais. Bah, tu sens que là, l'AMF est en train de travailler sur un règlement pour les influenceurs. Donc, Et ils sont contactés dans ce cadre-là. On leur dit, parce que comme s'ils n'avaient pas assez de pression, on leur dit qu'ils sont surveillés. Ouais, ça, on leur rappelle assez régulièrement. Nous, on fait un changement sur le site, on a un coup de fil. Donc, c'est le jeu, en fait. Ouais, c'est le jeu du business. Hein. Effectivement, la prochaine boîte sera peut-être une boulangerie. Hein. Mais j'ai vu, je discutais avec l'ancien CPO d'October, qui a monté une boîte dans la cybersécurité qui apparemment est assez incroyable. Et moi, j'ai toujours été fan de ce mec-là. Il s'appelle Benjamin Netter parce que le produit October, la plateforme, c'était lui. C'était tout lui. Et je me rappelle que quand October s'est lancé en 2016, on avait tous été bluffés par le produit. Et il me disait récemment, il dit, mais plus jamais je fais de la fintech. Plus jamais. C'est le secteur le plus difficile dans lequel entreprendre. C'est vrai. Alors moi, je trouve pas l'immobilier facile non plus. Non, mais parce que c'est un métier en merde, l'immobilier. Par définition, c'est le métier en merde. Et donc, vu que toi comme moi allons dans la financiarisation de l'immobilier, on est allé chercher le pire des deux mondes. Le pire des deux mondes, c'est exactement ça. Bon, alors passons à la question de Joachim D. Qui est une très bonne question. Et je suis content aussi qu'elle arrive très directement parce que... à quoi ça sert ? À quoi ça sert la tokenisation ? Typiquement, et après, peut-être j'aimerais bien qu'on en parle, tu vois, par rapport au crowdfunding. En fait, c'est marrant que tu le tournes comme ça, ça change toute ma réponse d'un coup. Ah bah non. Parce que je vais imaginer demain, c'était une idée de podcast que j'avais, et si je tokenise ta boîte demain, on va le faire là. En fait, quelle serait la différence entre un Axago actuel et un Axago où les obligations seraient tokenisées ? Ouais. En fait, comme je le disais au tout début, c'est important. La blockchain, c'est une surcouche technologique. Donc, on va encapsuler ton obligation. Disons qu'on reste vraiment sur le modèle Axago. On encapsule ton obligation dans un token. Ce token, il est porteur d'une caractéristique qui est super importante et qui n'existe pas ailleurs. Ça s'appelle la composabilité. Alors, pour ceux qui ne font pas de finance, la composabilité, c'est la capacité pour un asset à être utilisé chez un autre acteur sans avoir l'accord de l'émetteur. Pour vous donner des exemples très concrets, aujourd'hui, il y a des milliers de cas d'usage sur la tokenisation, mais je pense qu'on peut se concentrer sur 2 parce qu'ils sont très concrets, qui sont en train d'arriver et qu'il y a déjà des acteurs qui le font. Donc on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la prospective, on est dans le réel. Le premier, c'est un sujet d'échange, de marché secondaire, c'est-à-dire que demain,
si j'ai une obligation qui est encapsulée dans mon token, je peux aller l'échanger sur un marché secondaire. Le Graal. Et voilà, je commence par Attends, ça. tu peux me refaire? Parce que moi, j'ai ma fille qui me fait des petits mouvements de tête comme ça le matin au petit-déj. J'adore. Je savais pas d'où elle le tenait. Je me frotte les mains en disant ça à chaque fois. Aussi. Je me frotte les mains parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on parle. On essaye de craquer le truc, ouais. On essaie de craquer le truc. Et aujourd'hui, la tokenisation, ça peut être la surcouche technique qui va aider à techniquement et de manière conforme mettre en place un marché secondaire obligataire. Marché secondaire du non-côté. D'accord. Concurrent direct d'Euronext. Donc... Juste... si la MF vous écoute, c'était une blague. J'adore. Donc, tu as le premier sujet qui est le sujet d'échange. Et en fait, aujourd'hui, on parle de marché secondaire. On sait que tous les deux, d'être faire un marché secondaire conforme, c'est très compliqué. Disons que même si demain, on se contente d'un tableau d'affichage, le peer-to-peer est largement facilité avec la tokenisation. Et en fait, quand tu parles de tokenisation, tu parles aussi de wallet. Ça veut dire que tu as un identifiant pseudonyme qui est relié à une personne. C'est-à-dire que demain, si j'attache un KYC à mon wallet, j'ai des modèles qui font que je peux le partager automatiquement avec l'acteur de qui je viens d'acheter un token. Donc si demain, j'achète un token Anaxago à monsieur Y, ça peut partager automatiquement mon KYC avec Anaxago. Et donc là, j'ai quand même une infinie possibilité. Voilà, j'ai des possibilités intéressantes qui arrivent. Donc incroyable. Le premier truc intéressant de la composabilité du token, c'est l'échange. Okay. Le second, c'est mon préféré. C'est celui. C'était pas l'échange ton préféré, d'accord. Non, parce que il y a trop de gens intelligents qui réfléchissent déjà à ça depuis longtemps. On va pas aller sur ce terrain-là. Ok. Et du coup, bon, voilà, je suis une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Par contre, il y en a un il y a un sujet qui a été un peu moins réfléchi, qui est celui de la mise en collatéral. En fait, à partir du moment où tu as un token immobilier, alors aujourd'hui, le modèle, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que je vais aller sur ton terrain. Le modèle d'Anaxago, c'est si vous essayez de rendre les opérations en 18, 24 mois, c'est parce que les gens ils veulent pas que leur argent soit immobilisé trop longtemps. C'est aussi ça qui fait la force du modèle versus l'investissement traditionnel, etc. Ouais, versus les fonds où tu restes très longtemps. Ouais. Là, tu sais qu'en 18, 24 mois, bon, tu as de nouveau ton argent, tu peux aller faire autre chose, etc. En fait, si tu as un token, demain, si ton obligation est dans un token, tu peux faire je vais encore utiliser un mot compliqué, désolé, mais tu peux faire un nantissement facile, efficace, simple. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un nantissement dans les gens qui nous écoutent. T'as déjà fait un nantissement ? Non. Un nantissement, en gros, ça te coûte 500 balles. Tu vas avoir 3 fois ton banquier, ça prend un mois. Donc le nantissement, c'est l'action de prendre un actif, d'aller le mettre en collatéral chez sa banque pour avoir un prêt. Ok. L'hypothèque est un super exemple de mon nantissement. Aujourd'hui, quand tu as un token, tu peux prendre ton token, aller le poser sur une plateforme en collatéral, avoir 50% de la valeur de l'actif en 10 secondes, le samedi matin, en caleçon dans ton canapé, pour 10 centimes, sans parler à personne. Tadam. En fait, à part... On a réussi à faire rire Camille. C'était très théâtral hein, comme attends, phrase, mais je sais. Mais c'est ma grande phrase du podcast. Camille, je le note en catchphrase hein, pour la vidéo, le caleçon. Le vrai sujet, c'est que le nantissement, c'est pas nouveau. Mettre du collatéral pour faire des prêts, c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau pour des gens qui font de la finance. Et en fait, oui, mais c'est pas des montants de dingue non plus. Alors, en fait, ça dépend comment tu regardes la chose. C'est-à-dire que oui, tu peux t'imaginer que le gars qui a pris 50 balles sur Realty, qui va le poser en collatéral, il a 50% de... Ouais. Donc il a 25 euros. Mais pour parler très crûment, il y en a, ils ont posé des valises quand même sur l'immobilier tokenisé. Ouais, on parle du particulier, mais... Non, mais nous, on le voit, c'est vrai que tu vois, notre éventail client, il est incroyable. Parce que tu as des gens qui mettent 1000 comme des gens qui mettent des millions. Donc c'est... Là, on parle du particulier, mais moi, ma boîte préférée dans l'écosystème, c'est une boîte qui s'appelle Citadao à Singapour. Et là, je suis en train d'essayer d'apporter l'idée en France, donc j'en parle. Je vois beaucoup de promoteurs en ce moment. Ah oui. Comment ils vont
Ils me reçoivent, en tout cas. Ils ont du temps pour me recevoir. Ah, mais ça doit les intéresser. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de stock en dur. Ouais. Quand tu as du stock en dur, c'est quand même dur d'aller voir la banque et de le mettre en collatéral. Aujourd'hui, si demain tu tokenises ton parc de stock en dur, tu peux aller le poser en collatéral sur, par exemple, un protocole blockchain qui émet un stablecoin. Ok. Donc après ton stablecoin, tu peux le retransformer en euros. Mais en tout cas, tu as des modèles qui te facilitent, même pour les pros, même en B2B. Ça, c'est une nouvelle théorie que j'essaye d'affiner. Ouais. Et je me demande si en fait tout ça, on n'est pas en train de se tromper. C'est affreux de dire ça, je suis là pour vendre la tokenisation. Et en fait, on n'est pas sur un sujet B2B. En fait, si la tokenisation, c'est pas principalement du B2B et qui va permettre d'aller plus facilement mettre des biens en dur en collatéral, de faire ce genre d'opération. Et aujourd'hui, tu as un certain nombre d'acteurs, en tout cas, qui sont intéressés par ces modèles-là. Et c'est toujours pareil, c'est des modèles qui étaient possibles avant, mais qui sont largement facilités par la composabilité du token. En fait, une fois que tu as ce token, tu es beaucoup plus libre. Et si on revient sur comment je tokenise Anaxago, demain, si je vends des obligations tokenisées, même pendant les 18 mois, je peux aller le remettre en collatéral. Si j'ai une appétence au risque qui est assez importante, je vais reprendre ce token, je vais le reprendre en collatéral, et avec l'argent que je sors, je vais aller investir dans une autre opération d'Anaxago, ce qui fait que je vais faire pumper mon rendement. J'aurais pris un risque qui est beaucoup plus important, mais par contre, j'aurais... Et en fait, tout ça, c'est des modèles qui sont ultra connus par des financiers. Enfin, si vous bossez en banque, tout le monde connaît ces modèles-là. Demain, tout le monde pourra le faire. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'on fait descendre la haute finance au niveau de monsieur et madame tout le monde. Ça a des risques, mais je trouve que ça va dans le sens de l'histoire, selon moi. Ouais, c'est-à-dire que d'abord, on a ramené l'accès à des classes d'actifs qui n'étaient pas accessibles à monsieur et madame tout le monde. Et là, tu vas carrément chercher dans les montages pour dupliquer le rendement. C'est ça. Et en fait, ça va vraiment, tu vois, ça tire la ligne de ce qu'on disait au début, de la financiarisation de l'immobilier. Pour moi, tu as eu une première étape, c'était l'étape tous investisseurs, qui est... Enfin, tu vois, moi, j'ai plein de signes faibles sur ça, qui est une newsletter comme Snowball qui explose en France. Ça en dit long sur le fait que les gens sont intéressés par leurs finances personnelles, tu vois. Il y a plus que... C'est plus comme avant où c'était CGP de famille qui faisait le sujet. Maintenant, il y a des gens qui sont intéressés. L'émergence d'applications comme Robinhood aux US, tu vois, ça en dit long. Pour moi, il y a vraiment une démarche tous investisseurs. Et demain, dans ces tous investisseurs, où je pense vraiment que ça peut toucher mais des 30%, 40% de la population, tu vois, ce qui serait énorme dans les 10 prochaines années. Et ben, dans ces tous investisseurs, je pense qu'il y aura une partie minime qui va même devenir tous financiers et qui vont essayer et qui vont vouloir utiliser des mécanismes financiers assez poussés sans être à l'intérieur de banque. Et la tokenisation, elle permet ça. Et je vais même aller plus loin. Il y a un modèle qui était très à la mode l'année dernière qui s'appelle les DAO. Donc, c'est Decentralized Autonomous Organization. En gros, pour faire simple, c'est un moyen d'organisation. T'imagines cette vie? C'était très à la mode l'année dernière. Ok. Ouais, mais parce que aujourd'hui, on commence de... Si tu veux, on était dans une période de test et aujourd'hui, on commence de voir les limites. Donc, moi, je vois le truc s'essouffler, mais évidemment, les personnes qui ne s'intéressent pas à l'écosystème blockchain, ils n'en ont même pas entendu parler encore. C'est pas... Mais, et pour le coup, les DAO, donc, c'est un modèle d'organisation via le token. Ça veut dire que demain, je suis dans une organisation donc, qui est une DAO, l'équivalent d'une entreprise, sauf qu'à la fois, je suis investisseur, à la fois, je suis rémunéré si je crée de la valeur. Donc, c'est un peu comme si j'étais freelance dans ma propre entreprise. D'accord. Et donc, et à la fois, je peux utiliser mon token pour être client, peut-être, de ce que propose la DAO, donc mon entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de médias, c'est beaucoup de consulting, ou beaucoup de finance, parce que c'est plus simple à gérer. Quoi qu'il y a un journal, quand même, tu vois, on rentre sur des boîtes un peu sérieuses. Il y a une boîte de lunettes, il y a des journaux qui sont gérés par DAO. Donc, c'est un modèle où tu peux, demain, avec 5 amis, dire on crée cette DAO-là, on a tous un token, ce token nous donne des droits de gouvernance, donc il nous donne des droits de vote sur les décisions, il nous donne l'accès à un certain nombre d'informations, etc. Et je suis persuadé que dans moins de 10 ans, si tu as un groupe de 5 potes, que tu as un peu d'argent, tu pourras monter ta propre SCPI via une DAO avec une gouvernance
dirigé par le token. Donc tu vois, il y a la tokenisation immobilière et il y a tout ce que la blockchain, en fait, il y a plein en fait, d'autres petits fils à tirer qui sont tout aussi intéressants et qui, je pense, vont révolutionner l'immobilier. Quand j'avais fait le rapport IMO 3.0, tu vois, j'avais mis 4 parties. Ouais. Une première qui était sur ces nouveaux modes de gouvernance dans l'investissement, donc les DAO. Il y avait une partie sur la tokenisation immobilière qui est évidemment celle qui a pris le plus de place dans l'année. Il y avait une partie sur le paiement des actifs immobiliers en crypto-monnaie, qui, pour passer très vite, n'a pas grande utilité si tu es français et que tu achètes un bien immobilier en France. Ouais. Après, il y a d'autres cas d'usage. Et le dernier point, c'était l'émergence des NFT. Ouais. Parce qu'il y a 1 an, 2 ans, c'était la grande émergence du sujet NFT et notamment des utilities dans les NFT. Donc, comment j'ai autre chose qu'une petite image. Et là, ça peut révolutionner pas mal les usages, tu vois. Je pense à un patron d'un espace de coworking aux US qui avait proposé l'usufruit d'un bureau à travers un NFT. Donc, si tu avais le NFT, tu pouvais rentrer et utiliser le bureau. Sauf que cet NFT-là, une fois qu'il avait été vendu, il était échangeable. D'accord. Donc, tu vois, tu peux créer des nouveaux modèles de... Okay. C'est hyper riche. Hein. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses d'un coup. J'ai parlé de beaucoup de choses d'un coup. Non, mais c'est hyper... Je vais remettre le plan dans le descriptif parce que c'est hyper complet. J'ai juste une dernière question avant qu'on passe à ton profil d'investisseur. Let's go. Concrètement, si tu veux faire de l'immobilier tokenisé aujourd'hui, investir dans l'immobilier fractionné, je sais que tu vas pas me recommander une plateforme en particulier, mais en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu regardes pour te dire que tu es sur la bonne plateforme ? En fait, le problème de l'immobilier fractionné, et je pense que c'est le point principal à regarder, après il y a plein d'autres trucs, mais moi je dirais 2 choses. Okay. La première, c'est qu'il y a un problème principal, c'est qu'on a un double risque. On a un risque immobilier et on a un risque de plateforme. Donc il faut à la fois être capable d'analyser l'immobilier et à la fois être capable d'analyser la plateforme. Et pourquoi je dis analyser la plateforme ? Parce que certaines vont vous proposer une forme de sécurité si la plateforme elle coule. Ouais. D'autres, je peux vous assurer qu'ils s'en foutent et ils avancent. Et en fait, donc il faut vraiment essayer d'aller bien comprendre ce que vous achetez. Et en fait, on ne devrait jamais acheter quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein. Mais là, ça devient encore plus vrai, j'ai l'impression. Donc, il y a ce risque de plateforme. Donc, il faut analyser la team. Moi, j'aime bien marcher par red flag. C'est-à-dire, un red flag, ça commence d'être dur. 2, on va creuser. Et 3, on abandonne. Hein. Et il y a... sur des sujets de communication, de marketing, de présentation du produit, de présentation du rendement, on peut en trouver un certain nombre assez facilement. Et de l'autre, donc il y a le risque immobilier. Et le risque immobilier, il est assez intéressant parce que moi, je crois beaucoup que dans un avenir proche, il y aura des analystes indépendants qui vont te permettre quand même d'avoir une vision autre que celui qui te propose le bien. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faut se faire son propre avis et quand tu as 200 € à mettre dans l'immobilier, a priori, c'est que tu n'es pas un expert sur l'analyse. Tu n'as pas accès aux biens, enfin tu vois, tu prends aussi ce qu'on te donne. Donc il y a ce premier double risque qui me paraît assez intéressant à analyser. Et ensuite, et c'est très lié à ce que je viens de dire, pour moi, quand on fait de l'immobilier fractionné, quand on fait de l'immobilier tokenisé, on fait de l'immobilier. Il n'y a pas de... faut arrêter de chercher des fioritures. C'est de l'immobilier traditionnel. Donc, il ne faut pas hésiter à se former sur l'immobilier traditionnel pour essayer de mieux comprendre ces investissements dans l'immobilier fractionné. D'accord. En revanche, je pense que ça donne une puissance à l'investisseur dans sa diversification, dans le choix des biens. Et puis, aujourd'hui, on est au début, mais tu vois, demain, quand tu auras le choix dans 200 biens et puis qui seront accessibles avec un seul wallet, je pense que tu pourras être ta propre SCPI et il va y avoir des gens qui vont surperformer des acteurs professionnels, des particuliers qui vont surperformer des acteurs professionnels. Moi, ma vision, ce que je recommanderais en fait, moi, sur ce secteur-là, c'est que c'est pas un secteur où tu as besoin d'être le premier, tu vois, comme Bitcoin, etc. Je le trouve encore trop jeune, trop récent pour me dire... Alors après, c'est très facile de bider pas grand-chose, puisque c'est 10 €. Donc, tu vois, moi, c'est vrai que je regarderais peut-être pour tenter le coup. Mais c'est vrai que je pense que c'est un secteur sur lequel tu as le temps de voir venir. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, effectivement, si ça marche, si les communautés se créent, les clientèles se créent,
tu vois, à ce moment-là, sera peut-être intéressant. Le sujet de il faut toujours investir investir dans l'immobilier, c'est toujours 5 ans trop tard. De toute façon, tu peux le faire d'une autre manière. Mais c'est un peu ma vision du truc. Je vais passer aux petites questions profil. Let's go. On a des petites questions pour voir si les cordonniers sont effectivement les plus mal chaussés. Vous n'allez pas être déçus. Si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment? Ouais, je pense que je ferais de l'immobilier traditionnel. Ouais. Plutôt. Et c'est pas un conseil général, c'est vraiment un conseil. C'est un conseil que je me donnerais en contexte. Okay. C'est-à-dire que j'étais dans une période où l'argent était gratuit. Ouais. Et j'étais plutôt bien entouré. Et du coup, je serais allé dans cette démarche-là d'IMO traditionnel plutôt, et un peu moins vers des actifs risqués. Moi, j'ai une appétence au risque qui est assez importante. Je crois qu'on vient, l'air qui vient de passer nous a fait comprendre ça. Mais, tu sais. Et ça m'a évidemment joué des tours, mais je fais des bons coups. Ça m'a évidemment joué des tours, mais voilà, j'irais sur une stratégie immobilière plutôt. Ok, ouais, une stratégie traditionnelle de la résidence principale, l'investissement locatif. Non, plutôt de l'investissement locatif. Ok. La résidence principale, j'ai une vie qui ne me permet pas d'avoir un endroit où je vis tout le temps. Ouais, c'est vrai que toi tu bouges beaucoup. Donc non, je serais parti sur du locatif plutôt parce que en fait investir, ça te donne déjà des bonnes mécaniques. Tu vois, moi j'ai appris très tard à aller voir le banquier, etc., à aller vendre ton projet. Et je pense que je l'ai appris trop tard et j'aurais bien aimé que quelqu'un me mette un coup de pied aux fesses à 20 ans pour me dire mec, faut que tu le fasses maintenant. Et malheureusement, j'ai pas eu cette personne-là, donc j'espère que je serai celui-ci pour vous. C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné? C'est celui que je redonne toujours maintenant. Ouais. Il faut toujours comprendre finement ce dans quoi tu investis. Finement, ok. Ouais, moi, il n'y a aucun sujet dans lequel j'investis que je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'investissements crypto. Et c'est toujours pareil. Et bon, j'ai un deuxième qui est subsidiaire, mais c'est un peu la même chose et c'est la même personne qui me l'a donné. C'est au cours d'une discussion où il m'a appris beaucoup. Et le sujet, c'est que, par exemple, quand j'ai investi dans des boîtes qui sortaient des produits crypto, je n'ai jamais investi dans une boîte où je n'utilisais pas le produit. C'est une conviction que je trouve super forte et importante. Et je vais vous donner un exemple qui est arrivé juste derrière. 2 semaines plus tard, je rencontre une jeune femme, somme toute brillante, qui a fait des grandes écoles, qui vit ici dans une grande maison à Londres, et qui me parle de son dernier investissement crypto. En creusant un peu, en moins de 5 minutes, je me rends compte c'était un investissement de finances décentralisées. Donc pour bien comprendre le sujet, ça nécessite d'avoir un wallet, d'avoir creusé le sujet. Et en fait, je me rends compte que toutes ces cryptos sont sur Binance, qu'elle n'a jamais eu de wallet, et qu'en fait, elle s'est fiée à ce qu'on a dit à droite à gauche. Et voilà, c'est un conseil que je pense que tout le monde devrait écouter, au moins être utilisateur des... Tu réalises plein de choses. En fait, si tu n'es pas utilisateur, facilement, l'UX, ça est compliqué. Facilement, c'est compliqué de s'inscrire. Facilement, il y a des incompréhensions assez fortes, où sur le deck, tout est bien, la team est incroyable, mais derrière, sur l'exécution, ça ne marche pas. Donc, voilà, moi, tu vois, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis de mes invests. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des règles que tu t'imposes au-delà donc, de ces choses-là? Est-ce qu'il y a une façon de gérer ton portefeuille? Tu mets un certain montant sur l'immobilier, un certain montant sur les cryptos. Est-ce que tu as une règle? Est-ce que tu as une investment routine? Non, j'ai pas de règle immuable. Moi, je suis vraiment très drivé par 2 assets qui sont Bitcoin et Ethereum. Ouais. Alors, je fais pas de trading, je fais de l'investissement. Okay. Mais non, franchement, j'ai pas de règle et j'ai un rapport à l'argent qui est assez décomplexé, où j'en dépense beaucoup aussi. Et du coup, non, je suis pas vraiment un bon conseil investissement parce que j'ai des convictions assez fortes et j'aime bien les suivre. Ok. Est-ce qu'il y a une personnalité du monde des affaires qui t'inspire? Et pourquoi? Dit comme ça... T'as le droit de dire non et on coupera la question. Ouais, dit comme ça, assez peu, en fait. Ok, allez. En revanche, dernière question. Il y a, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les problématiques qu'on a abordées aujourd'hui, alors, bien sûr, moi je pense que je remettrai le lien vers ton rapport IMO 3.0, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu recommandes? Alors,
Aujourd'hui, malheureusement, si vous êtes seulement francophone, vous allez devoir vous contenter des productions de Token Land. Je vous rassure, on fait de notre mieux, mais... Elles sont de grande qualité. Non, la newsletter Token Land. La newsletter Token Land, le rapport IMO 3.0. Et hier, avec le cabinet d'avocats DNA Partners, on a sorti un livre blanc de la tokenisation immobilière. Ah ouais ? Donc, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le juridique, donc on passe en revue deux, trois modèles, donc le modèle d'action, le modèle de royalty et le modèle obligataire. Et on fait une promo non déguisée, hein. On fait une petite promo du modèle obligataire. Okay. On pense être celui qui va driver l'adoption pendant les 2-3 prochaines années. Ok. Donc on a sorti ça hier. On a la newsletter. Moi, je suis assez actif sur LinkedIn. Donc il y a le LinkedIn Token Land et mon LinkedIn perso où on essaye de donner beaucoup d'infos sur les deux. Et si vous êtes anglophone, je recommande Security Market News. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est Security Token Market News, qui est pas mal. Sinon, il y a The Tokenizer. C'est très niche. Et sinon, il y a Crowdfund Insider, qui est très fort sur l'immobilier fractionné aux US. Ah ouais ? Ouais. Mais il est très bien, le journaliste qui a monté Crowdfund Insider. Il vient régulièrement pour le Paris FinTech Forum, etc. Et le gars est très chaud. Ses articles sont bien écrits. Il comprend ce qui se passe. J'adore. Et trop bien. Tu vois, en ce moment, c'est sûrement le média que je lis le plus. Bah, écoute, trop marrant. Bah, je lui dirai. J'enverrai un petit message. Peut-être que tu le trouves génial. Bon, Florian, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. C'était un très bon moment. Ouais, je crois que ça y est, là, on a tout compris à la tokenisation. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Argent Compté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.